Bonsoir à tous. Bonsoir en ce dimanche estival. Nous nous retrouvons ce soir pour parler du Guépard. Comme d'habitude, présentation de l'objet. Le livre fait à peu près 350 pages. Il est paru en 1958. Il a été écrit par Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Et vous le trouvez aujourd'hui normalement au prix de 8,50 €. Donc un livre peu cher. Commençons par l'auteur, puis nous poursuivrons par un double contexte. Celui de l'œuvre et celui de ce qu'elle raconte. Continuons donc cette promenade italienne entamée la semaine dernière, allons plus au sud et changeons de siècle. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, né en 1896 et prince de Lampedusa, duc de Palma et baron de Montechiaro, c'est un véritable gentilhomme italien et écrivain de ce seul et unique roman. On passera sur quelques œuvres annexes qui ne sont pas romanesques. Bonsoir à tous. C'est tout de même assez étrange que cet homme ait rédigé ce seul livre, mais cela s'explique très facilement. C'est un intellectuel aristocrate qui ne s'est mis à l'écriture à proprement parler que sur le tard, mais voilà, il n'empêche que c'est assez rare. Enfant de la noblesse donc, dont la vie se déroule entre le palais de Palerme et celui de Santa Margherita di Belice, que vous trouvez, hop, juste ici. Enfant de la vraie noblesse, hein, c'est une famille d'une noblesse de titre et d'histoire qu'on arrive presque à faire remonter au dernier siècle de Rome que les Tomasi, bon, passons-leur la part de mythe. Étudiant en 1915, il est appelé sous les drapeaux et sert comme officier d'artillerie. Il est fait prisonnier à Caporetto, il s'en évade. Passe la guerre, il se marie à Riga en 1932 avec Alexandra von Wolf-Stommersee, qui est issue de la noblesse balte, hein, noblesse dont j'avais parlé dans une itération précédente sur von Keyserling. Pas grand chose à dire, il est un aristocrate qui vit une vie comme telle. Simplement, la Seconde Guerre mondiale et la destruction de nombre de ses biens, notamment son palais à Palerme, modifie considérablement son caractère, beaucoup plus détaché de tout et commençant à mépriser quelque peu le matérialisme contemporain. Il ne commence finalement à écrire qu'en 1956, même si encore une fois on parle là de seule littérature. Il était par ailleurs un fin lettré, il donnait des leçons de littérature anglaise et française à certains étudiants, il avait publié quelques critiques dans les dernières années de sa vie. Son roman, Le Guépard, est en premier lieu refusé par 2 maisons d'édition, le deuxième refus intervenant quelques jours avant sa mort, hein, ce qui ajoute un petit peu de piquant à notre affaire, puisque atteint d'un cancer des poumons, il meurt le 23 juillet 1957, il est inhumé à Palerme, et son roman sera édité finalement de manière posthume, augmenté, disons, de l'aura du génie mort avant son succès, à la manière d'un Kennedy Toole, dont j'avais parlé avec Pierre et toi, Skiros, qui est présent. Et il sera le triomphe littéraire puis cinématographique que l'on connaît en 1963 sous la direction de Visconti. Alors, quel est le contexte de rédaction de l'œuvre, on va dire, générale? D'abord, comme j'ai dit, c'est un livre particulier puisque c'est l'unique réel livre de l'auteur, donc pourquoi écrire ce livre? Parce que, approchant le centenaire de l'unification italienne, je rappelle qu'on peut considérer ça comme effectif en 1861 ou 1862, ça dépend de ce qu'on veut prendre. En tout cas, en son approche, eh bien l'auteur ressent le besoin de livrer ses pensées sur les bases de cette dernière et sur les élites italiennes. Sachant aussi que sa propre fin approche et qu'il doit rapidement livrer son témoignage. Pour ce faire, notre aristocrate n'a pas besoin d'aller bien loin, mais de romancer, si on peut dire, la vie de sa famille, s'inspirant de son aïeul. Alors je sais plus si c'est pas son je crois que c'est son grand-père, Giulio Fabrizio di Lampedusa, dont les armes passent du lion léopardé au guépard dansant, et s'inspirant de son propre fils adoptif, donc le propre fils adoptif de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, pour dresser le portrait du personnage de Tancredi, qui est donc joué par Alain Delon dans le film. Le livre, comme j'ai dit, sera refusé par les 2 plus grands éditeurs italiens en 1957. Le monde intellectuel était dominé par le marxisme, contexte similaire à celui dont j'avais parlé pour Eugenio Corti, Le Cheval Rouge, qui tentera de faire paraître son œuvre un petit peu plus tard.
Donc, ce contexte idéologique-là est présent, son écriture est jugée vieillie, ses thématiques réactionnaires, sa vision désabusée des révolutions comme hors de l'ère du temps. Donc tant pis. Un an après sa mort, et selon les volontés de son testament, hein, qui stipulait bien qu'il fallait tout faire pour publier ce texte, c'est une autre maison qui aura du nez et qui en fera finalement le premier best-seller italien de l'après-guerre, sans doute le plus grand jusqu'au nom de la rose, je crois en tout cas, au tout début des années 80, ce qui n'empêchera pas les controverses. Et comme d'habitude, en la matière, derrière les dogmes et les partisaneries, c'est l'histoire qui tranche. L'œuvre reste quand les juges, eux, ont disparu. Ah oui, il est évident que l'Italie est sans doute le pays le plus imprégné au Parti communiste, sans doute encore plus puissant que le Parti communiste français. Je sais pas, faudrait voir la question en termes faudrait demander à ChatGPT, mais il est probable effectivement que le Parti communiste italien et le marxisme en Italie, du côté ouest du rideau de fer, soient incomparables avec les autres pays européens. Ouais. Et il faut aussi dire, on va revenir sur le communisme local, parce qu'il faut bien qu'il ait des qualités, mais il faut dire le poids de Louis Aragon, qui jugera que le roman était une des plus grandes œuvres du siècle, et qui fera largement taire les critiques communistes à terme, et qui mettra tout son poids dans la défense du Guépard. Voilà pour le contexte du livre en lui-même, mais alors quel est le contexte de son propos? Eh bien, nous sommes en Sicile en 1860. Et donc qu'est-ce que la Sicile, et plus largement le royaume des deux Siciles à ce moment? Eh bien, un royaume à plusieurs visages, fondé en 1816 par la réunion de la Sicile et de Naples sous les Bourbons après la décennie française dont nous parlerons longuement l'an prochain. Alors, réunion de Jure, puisque c'est une double couronne depuis longtemps. C'est un colosse de la botte, c'est la plus grande industrie d'Italie, c'est une marine pléthorique, une armée nombreuse, une économie finalement assez dynamique qui est assez prépondérante dans la péninsule, mais qui masque bien entendu d'immenses disparités avec une large partie de la population immensément pauvre et analphabète et agricole. Donc tout ça pour étaler si l'Italie ne baignait pas depuis longtemps dans l'alcool libéral et carbonariste. Les révolutions sont pléthoriques pendant plusieurs décennies, le roi François II, que vous voyez ici en image tout à fait inexpérimenté puisque récemment monté sur le trône, et la diplomatie choisie est catastrophique qui isole le pays dans un refus de mener une politique libérale. Le 11 mai 1860 commence, on connaît bien, l'expédition des 1000, puisque l'on ne peut attaquer directement le royaume en tant que tel avec une belligérance assumée du côté de la Sardaigne. Ils font donc une initiative révolutionnaire portée par Garibaldi avec l'appui de ce dernier royaume. Le PCI plus puissant que le PCF d'après certains experts, oui, non, c'est fort probable, hein, j'avoue que en termes de comparaison, il faudrait se plonger là tout de suite. C'est vrai qu'à brûle-pourpoint, c'est un peu difficile de se prononcer, mais ouais, c'est largement probable, ouais. Tout comme l'anticommunisme sera peut-être d'ailleurs encore plus vif. En tout cas, remportant de nombreuses victoires sur les troupes des Bourbons, soutenues par la population, en tout cas pour un temps, et la mafia balbutiante, le 1er août 1860, l'expédition triomphe, la Sicile est tombée. Le 7 septembre, avec Naples, c'est tout le royaume qui s'est effondré au prix d'un nombre relativement restreint de morts. Et en 1861, le royaume des deux Siciles cesse officiellement d'exister et est réuni au Regno d'Italia de Victor Emmanuel II de Savoie après un plébiscite. Nous sommes donc face à un État aux multiples facettes, profondément avancé sur certains points, profondément traditionnel sur d'autres. Et c'est surtout, encore une fois, un monde qui disparaît sous nos yeux, dont Giuseppe Tomasi di Lampedusa nous conte l'histoire par le prince de Salina et son blason, le guépard, il Gattopardo. Premier chemin de fer, ouais, tout à fait. Instant révolution industrielle, instant Pierre Milza, histoire de l'Italie, premier chemin de fer d'Italie, premier pont en métal d'Italie. Non, mais le royaume des deux Siciles est un royaume en transformation profonde après la décennie française, mais effectivement, il souffre comme tous les pays en développement, de disparités gigantesques. Mais alors donc, qu'est-ce qu'il a, ce guépard? Eh bien, dans l'œuvre, tout s'ouvre donc en mai 1860 chez le prince de Salina, Don Fabrizio, en Sicile, dans l'intense lumière palermitaine. Je cite: « Dans cette île secrète où les maisons sont barricadées,
et où les paysans distingueraient le chemin pour aller dans le village où ils vivent, et que l'on voit là, sur le coteau, à 10 minutes de route. Le prince y constate chaque jour la décrépitude de sa société, entre orgueil et paresse. Il est lui un géant, physique et moral, charriant avec lui un monde, mais pourtant. Déjà, l'odeur de la mort après les batailles entre les troupes bourboniennes et les révoltés libéraux siciliens atteint sa maison. Déjà, le Risorgimento fait sentir ses effluves et la Sicile se trouble. Le prince de Salina est un géant donc, géant de titre, géant de taille, vivant sa vie d'aristocrate, faite d'aventures galantes de caniveau, vie conservatrice mais lucide sur les craquelures de la monarchie, vie sereine mais d'énergie contenue, vie d'apparence blâmant l'époque lorsque son neveu et pupille Tancredi Falconeri a de mauvaises fréquentations libérales. Vous voyez les personnages tels que représentés dans le film, Burt Lancaster en Don Fabrizio et Alain Delon en Tancredi. Et voilà Tancredi donc, son neveu qui fait de rieurs adieux à son oncle, il part faire le coup de feu dans la montagne pour le compte du libéral roi de Piémont. Après tout, la classe des aristocrates doit conserver une vision du futur. Je cite, « Si nous ne sommes pas là non plus, ils vont nous arranger la République. Si nous voulons que tout reste comme tel, il faut que tout change. » Que l'on a gardé comme le célèbre « Il faut que tout change pour que rien ne change ». J'imagine que ça doit être une question de traduction et d'assonance. Et ce qui va lui à notre auteur, bien entendu, les foudres des communistes. J'y reviendrai. Et il est vrai par ailleurs aussi que les débuts de la révolution garibaldienne balanceront entre république libérale et soumission au roi de Piémont. La question se posera pendant quelques temps. Mais est-ce vraiment la fin d'un monde auquel nous assistons ? Je le cite à nouveau. Beaucoup de choses se passeraient, mais tout serait une comédie bruyante, romantique, avec quelques taches de sang sur son habit de bouffon. Rien qu'une lente substitution de classe. Voilà ce qui doit se passer. On pourrait donc s'accorder entre seigneurs et libéraux, soit. Mais l'Église alors ? Elle sera spoliée de ses biens au profit des meneurs de la Révolution, soit. Mais quid des désespérés qu'elle nourrit ? Je le cite à nouveau. Comment fera-t-on alors pour apaiser ces foules désespérées ? Je vais vous le dire tout de suite, Excellence. On leur jettera d'abord en pâture une première part, puis une deuxième, et à la fin la totalité de vos terres. Mais peut-on comprendre la pensée terre-à-terre de l'aristocratie sur le siège céleste ? Notre prince, lui, l'expose sans détour, je cite Don Fabrizio. L'immortalité a été promise à la Sainte Église. À nous, en tant que classe sociale, non. Pour nous, un palliatif qui promet de durer 100 ans équivaut à l'éternité. Le 11 mai frappe la foudre et le débarquement de Giuseppe Garibaldi à Marsala. S'ouvre alors la seconde partie du roman, en août 1860. Notre Tancredi Falconeri est devenu capitaine et la révolution garibaldienne a pour l'instant eu les effets escomptés, ne rien changer. Mais est-ce que vraiment rien n'a changé ? Ne faut-il pas maintenant frayer avec des parvenus ? Ne faut-il pas être cordial avec ces éléments extraits de la glèbe la plus élémentaire et voir ainsi disparaître son prestige divin de prince ? Les richesses des entreprenants libéraux n'égalent-elles pas maintenant les revenus princiers ? Ne peuvent-elles pas encore plus librement s'étaler ? Voilà que l'on fait l'effort de recevoir ces hôtes en tenue de détente, ces nouveaux maîtres, pour n'embarrasser personne, et voilà que ces ex-plébéiens se présentent en complet pour afficher leur statut. Et en plus, leurs filles sont délicieuses. Se pourrait-il que Tancredi soit séduit ? Vient la troisième partie, nous sommes maintenant en octobre 1860. Notre prince de Salina reçoit la lettre de son neveu confirmant son amour pour Angelica Cedara, la fille voluptueuse d'un libéral aproguin. Il faudra donc s'abaisser à négocier avec ce petit diable madré de Don Calogero, son père. Comme le dit le paysan, je le cite, « C'est ça, Don Calogero, Excellence. L'homme nouveau comme il doit être. Mais c'est dommage qu'il doive être ainsi. Ma foi, si l'ancienne noblesse doit en passer par là pour se maintenir dans le système, peut-être le jeu en vaut-il la chandelle des mésalliances avec les basses engences libérales et quasiment mafieuses, puisque Don Calogero, dans le livre, est un personnage soupçonné notamment d'avoir fait assassiner son beau-père.
Le bon sens populaire n'aurait-il pas raison, toutefois, encore une fois, tous ces paysans qui l'entourent? Ça, Excellence, c'est une vilainie. Un neveu, presque l'un de vos fils, ne doit pas épouser la fille de ceux qui sont vos ennemis et qui vous ont toujours tiré dans les jambes. Chercher à la séduire, comme je le croyais, c'était un acte de conquête. Ainsi, c'est une reddition sans condition. C'est la fin des Falconari et des Salina aussi. Mais Tancredi est au-dessus de tout ça. Tancredi est lui, comment pourrait-on dire, l'ambition dans la société en mouvement et le désir de jouir de l'existence sans attache avec le passé. Toute époque a son nomo novus. Finalement, il a suffi de si peu pour que le monde bascule. Il faut, pour le prince de Salina, se raccrocher à l'idée que tout cela n'est la fin de rien, mais le début de tout. Et le mariage sera conclu, les nouveaux riches s'avèrent encore plus riches que prévu. Ah, je vous ai mis l'amphithéâtre de Taormina en 1880. S'ouvre donc la 4e partie. On s'est fait à cette plèbe qui déracine le monde sur son passage. Débute, je cite l'auteur, l'affinement constant d'une classe qui, au cours de 3 générations, transforme des rustres efficaces en gentilshommes sans défense. L'arrivisme du père est égal à celui de la mariée, beauté souhaitant un nom, et apportant avec elle la dot. Tout le monde est heureux. Mais tout le monde ne peut pas être bénéficiaire, cela ne se peut. Il faudra, comme pour l'Italie elle-même, des déceptions et des illusions perdues, et que, quelqu'un s'avoue vaincu dans la confrontation, à l'échelle des classes sociales, à l'échelle du pays, à l'échelle des hommes. Pourtant, voilà qu'arrive l'envoyé d'un autre monde, royaume de Piémont-Sardaigne de Victor Emmanuel II, le chevalet de Monterzolo. Balancé dans cet autre monde, il est dans l'œuvre le symbole, lui, de cette autre Italie, cette Italie du Nord. Je cite son impression. L'inscription Corso Vittorio Emanuele, qui ornait avec ses caractères bleus sur fond blanc la maison en ruine en face de lui, ne suffisait pas à le convaincre qu'il se trouvait en un endroit qui faisait après tout partie de sa propre nation. Et il n'osait s'adresser à aucun des paysans adossés aux maisons comme des cariatides, sûrs de ne pas être compris et craignant de recevoir un coup de couteau gratuit dans les boyaux. Celui-ci vient avec une proposition, celle de devenir sénateur du royaume pour le prince. Mais il faudra refuser de participer à cette farce. Je vous lis ce grand morceau de Sicile et de pensée de l'auteur, livré par le prince de Salina à son interlocuteur. Et avant de se faire, je me permets de boire un tout petit coup puisque la citation est assez longue. Nous, les Siciliens, nous avons été habitués à couper les cheveux en 4 par une très longue hégémonie de gouvernants qui n'appartenaient pas à notre religion, qui ne parlaient pas notre langue. Si l'on ne faisait pas ainsi, on n'échappait pas aux percepteurs byzantins, aux émirs berbères, aux vice-rois espagnols. Désormais, le pli est pris, nous sommes faits ainsi. Au cours de ces 6 derniers mois, depuis que votre Garibaldi a mis le pied à Marsala, trop de choses ont été faites sans nous consulter pour que l'on puisse demander maintenant à un membre de la vieille classe dirigeante de les développer et de les mener à bonne fin. Je ne veux pas discuter maintenant si ce qui a été fait a été bon ou mauvais. Pour mon compte, je crois que beaucoup ont été mauvaises. Mais je veux dire tout de suite ce que vous comprendrez tout seul quand vous serez resté 1 an parmi nous. En Sicile, peu importe de faire bien ou mal. Le péché que nous, Siciliens, nous ne pardonnons jamais est simplement celui de faire. Nous sommes vieux, chevalet, très vieux. Cela fait au moins 25 siècles que nous portons sur nos épaules le poids de magnifiques civilisations hétérogènes, toutes venues de l'extérieur, déjà complètes et perfectionnées. Il n'y en a aucune qui n'ait germé en nous, aucune à laquelle nous ayons donné le là. Nous sommes des blancs autant que vous, chevalet, autant que la reine d'Angleterre. Et pourtant, depuis 2500 ans, nous sommes une colonie. L'intention est bonne, mais elle vient trop tard. Du reste, je vous ai déjà dit qu'en très grande partie c'est de notre faute. Vous me parliez tout à l'heure d'une jeune Sicile qui se présente face aux merveilles du monde moderne. Quant à moi, elle me semble plutôt une centenaire, traînée en fauteuil roulant à l'exposition universelle de Londres, qui ne comprend rien, qui se fiche de tout, des aciéries de Sheffield comme des filatures de Manchester, et qui n'aspire qu'à retrouver son demi-sommeil parmi ses coussins ou bavés et son pot de chambre sous le lit. Notre chevalet de Monterzolo repart donc sans illusion et avec
Don Calogero comme sénateur représentant l'émergence de la bourgeoisie, et le discours de Salina, la vision de la noblesse de cette classe aristocratique dans les événements en cours. La cinquième partie se passe en février 1861. On s'attache cette fois au père Saverio Pirone, qui est le jésuite attitré de la famille Salina, ce qui permet à l'auteur d'explorer cette fois la société populaire, les gens, les coutumes, les classes sociales, les croyances et le déclin du religieux, le problème des filles séduites à marier, des coups de loupara dans les ravines, les hommes d'honneur, c'est-à-dire, je cite, un de ces imbéciles violents capables de n'importe quel massacre, et les inexpiables conflits familiaux. C'est une partie tout aussi intéressante, beaucoup plus proche du peuple. Oui, c'est un florilège de moustaches, oui, tout à fait. Ouais. C'est l'époque des moustaches. Aujourd'hui, c'est un petit peu... Ça reviendra à la mode, hein, c'est simplement qu'une fois la partie des années 80 et 90 du cuir et de la moustache sera tombée dans l'oubli. Et finalement, le père Pirone en conclura simplement que, je le cite, « Les grands seigneurs étaient réservés et incompréhensibles, les paysans explicites et clairs, mais le démon les roulait tous dans la farine pareillement. » Court saut dans le temps, jusqu'en novembre 1862, on se rend au bal à Palerme et les sommités y vont se féliciter d'exister toujours. La bataille de l'Aspromonte est passée par là, où Garibaldi a été empêché d'envahir les états pontificaux, et le cours des choses est maintenant fixé. Rien ne changera. Le bal, c'est le moment de l'oubli, le symbole de la réunion des Italies, sociale, géographique, dans le tournoiement des deux amoureux, Tancredi et Angelica. Je cite l'auteur, « Ni l'un ni l'autre n'était bon, chacun était plein de calculs, gros de visées secrètes. Et il faudra bien que le prince s'adapte. » Je cite le prince dans ses réflexions. « Je suis peut-être plus intelligent, je suis certainement plus cultivé qu'eux, mais je suis de la même espèce. Je dois me solidariser avec eux. » Nous voilà propulsés en juillet 1883 maintenant, c'est la fin de l'œuvre qui débute. Le long bilan des générations. C'est une facilité qui fonctionne toujours selon, on va dire, la propension plus ou moins grande du lecteur à une certaine mélancolie des souvenirs. C'est l'heure, pour le prince de Salina, le guépard, de mourir. La tonalité change, les odeurs se font rances, le bilan arrive. Le père Pirone, la femme, le fils, tous sont déjà poussière. Il est le dernier Salina, Garibaldi avait vaincu. A-t-on vraiment vécu ? En tout cas, on a toujours été seul. Enfin, la dernière partie se termine en 1910. Les trois demoiselles Salina, les trois filles du prince, sont les survivantes vieilles filles d'un monde fini, confites en bigoterie et dévotes abusées. Le palais n'est plus que le musée des fantômes, des morts oubliées, des biens vendus et des chiens empaillés. Angelica arrive, la veuve de Tancredi maintenant décédée. Et voilà aussi que l'on réalise que l'on s'est trompé de chemin toute sa vie. Qu'a-t-on fait ? Qu'avons-nous fait, oui ? Grande question. Et que faire lorsque l'ultime consolation que l'on avait, c'est-à-dire penser que nous sommes victimes des autres, même cette consolation s'estompe devant la réalité. Nous ne sommes en fait victimes que de nous-mêmes. Le guépard dansant, image fugace, déjà mitée, finira poussière lui aussi. Sic transit gloria mundi, comme on dit. Alors, pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je vais un peu mêler les deux, que je trouve assez inextricablement liés dans ce livre. Je tiens aussi à dire que la traduction française n'a, à mon sens, pas forcément à rougir. Le livre est assez bon traduit. De toute façon, je le fais pas à chaque fois, mais c'est bien de penser à le dire. De toute façon, pour avoir eu la curiosité d'en lire une page, la langue me paraît trop difficile dans le matériel de base, à moins d'être un natif ou d'être vraiment parfaitement bilingue. Ce qui n'est pas mon cas. Je le baragouine par goût et par, on va dire, sens de la famille. On va dire ça. Bon, bien entendu, il s'agit d'un des rares livres contemporains, enfin, rare, on se comprend, qui génère cette sorte d'unanimité. Tout le monde l'a lu, tout le monde ou l'a vu en film. Et sans doute que tout le monde l'apprécie. J'en ai rarement lu ou entendu du mal. Et à l'inverse du monde du streaming, c'est pas forcément usurpé non plus. C'est pas parce que vous êtes unanimement apprécié qu'il y a de fortes chances que ce soit de la merde.
Mais disons que là aussi, à l'inverse de certains livres que j'ai pu présenter, vous trouverez pléthore de critiques, certaines sans doute d'un plus grand intérêt que la mienne, certaines aussi très lourdes, très pédantes, très pesantes, mais celle-ci a le considérable avantage pour moi d'être la mienne. Peut-on être plus clair que l'auteur lui-même dans sa correspondance? Je le cite. Il me semble qu'il présente un certain intérêt parce qu'il montre un noble Sicilien dans un moment de crise, comment il y réagit, et comment s'accentue le déclin de la famille jusqu'à la débâcle presque totale. C'est la fin d'un monde, donc un thème propice au grand texte. Nous en avons déjà parlé, on se souvient de la marche de Radetzky que Pierre était venu nous conter. Vaïto viendra bientôt parler de Stefan Zweig, donc on reparlera de ces fins de monde. Encore que la fin d'un homme ne rompt pas vraiment la chaîne de l'éternité. On peut regretter ce qui a disparu et dénoncer pour l'auteur 100 ans après les apparences de ce qui est venu à la place, puisque finalement tout est pareil malgré que tout est changé. Prosaïquement, cela traduit le quiproquo historique entre ceux qui voulaient réaliser l'unité italienne, l'aristocratie sicilienne cherchant à conserver son autorité, et une paysannerie en attente de la répartition des terres. Ceci étant, le thème de la fin du monde d'hier, celui de la massification, de l'extinction de l'aristocratie, de la modernisation, c'est un thème. Ce sont des thèmes plutôt récurrents des deux après-guerres mondiales pour des raisons différentes. C'est le drame de toutes ces générations à cheval entre deux époques réellement marquées. Encore plus lorsque ce n'est pas seulement votre univers mental, mais votre univers social qui est mis en bascule. Ce qu'a vécu Van Keyserling en 1914, c'est ce que vit un Tomasi di Lampedusa en 1939, les deux pays ayant des trajectoires différentes du point de vue de la transformation sociale et industrielle, ce qui produit des œuvres de tonalité différentes à presque 50 ans d'intervalle. Et finalement un même thème. Et si Van Keyserling a pu anticiper l'analyse, avant tout parce qu'il faisait partie, lui, d'une aristocratie étrangère à son sol, et donc a vécu une histoire un petit peu différente et anticipée. La grande histoire, néanmoins, elle n'est qu'allusive dans l'œuvre, dans le Guépard. Elle importe moins que les hommes et leur vie. Et de ce point de vue, le changement n'est jamais le même quand il est vécu et quand il est analysé. Cette fin du monde est-elle donc réelle ? Au fond, la Sicile n'est-elle toujours pas la terre qui oblige, cite l'auteur, à des fréquentations étranges, et à la connaissance de différentes anecdotes dont l'accumulation causait une infirmité qui, tout d'un coup, faisait tomber l'infirme raide mort au pied de quelques murets, avec toutes ces histoires scellées dans le ventre. J'aurais tendance, pour ma petite personne, à confirmer qu'il subsiste quelque chose, peut-être de moins en moins, mais quelque chose de ces mêmes familles, des mêmes liens, de la même économie de biens de pauvres, des rancœurs inoubliées, des beautés sauvages des hommes et des lieux, et du climat épais des brouillards de sang. Il y a quelque chose du voyageur en hallucination, alors hallucination volontaire bien sûr, on se trompe soi-même, mais je vous garantis que l'on ressent une similarité de climat dans les villages momifiés de Calabre que j'ai pu voir. Paraphraser à nouveau la correspondance de l'auteur, je le cite, « La Sicile est ce qu'elle est, celle de 1860, d'avant et de toujours. » Ce monde existe encore, donc rien ne change. Et pourtant, c'est notre histoire à tous qui se joue. Nous sommes tous, du plus grand au plus petit, affligés, en tout cas pour beaucoup, affligés de cette tare bien humaine qui est celle de constater l'effritement d'un monde que l'on croit toujours ou que l'on voudrait immuable. Peut-être est-ce cela seulement vivre et vieillir ? Personne finalement ne pourrait supporter l'éternité du délitement. Peut-être que c'est d'autant plus souhaitable, comment dirais-je, que notre vie est un terme, sinon cet effondrement perpétuel serait insupportable psychiquement. Mais finalement aussi, peut-être que le changement dont nous sommes les témoins n'est que la plus grande des illusions. La mort d'un homme donne la vie à un autre, et la mort d'un monde donne la vie à un autre aussi, nous dit le Guépard, ce qui n'empêche pas d'avoir les regrets du monde d'avant. Bien entendu, le contenu est aussi révélateur de ce que pense l'auteur de son Italie, opinion sans doute partagée par d'autres en son temps. Le plébiscite de 1861 est un grand oui pour le rattachement au royaume de Sardaigne, mais se pourrait-il que l'honnêteté ait été assassinée à la naissance du régime déjà et que les nouvelles élites aient troqué une domination pour une autre ? Je le cite. 6 mois plus tôt, on entendait la voix despotique qui disait « Fais comme je dis moi, sinon les coups pleuvront ». On avait déjà l'impression maintenant que les menaces étaient remplacées par les molles paroles de l'usurier. « Mais tu as signé toi-même, tu ne le vois pas, c'est bien clair. Tu dois faire comme nous disons parce que, regarde la traite, ta volonté est pareille que la nôtre,
Dès le début, on a triché et violé l'arithmétique pour un triomphe qui aurait été de toute façon euh, acté. Le Risorgimento était un mouvement que l'on pouvait freiner, mais que l'on ne pouvait pas détruire. En fait, comme beaucoup d'entre nous, ce que l'auteur est, c'est la rhétorique de la politique, pas l'idée du politique. Il est un partisan de la réunification italienne, simplement contempteur de la façon dont elle s'est faite en parole. En fait, c'est une des trames qui sous-tend beaucoup des œuvres traitées jusqu'à présent. Les Siciliens sont des vaincus. C'est une anatomie des vaincus dans le cadre du Risorgimento. Tout est contenu dans le « si nous voulons que tout reste comme tel, il faut que tout change » de Tancredi. C'est le moment où l'on saisit la logique de la pensée hypocrite, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas dissimulée, camouflée en sentiments patriotiques et héroïques. Fondamentalement, la fin de l'aristocratie changera tout pour ne rien changer, puisque si, je le cite, cette classe devait disparaître, il s'en constituerait une autre équivalente, avec les mêmes qualités et les mêmes défauts. Elle ne se fonderait plus sur le sang peut-être, mais que sais-je. En témoigne Don Calogero, avide, parvenu, sans culture, riche, qui tentera par la suite de se faire baron pour s'intégrer à une aristocratie qu'il méprise par ailleurs. Est-ce pour le peuple que l'on a sacrifié la vérité? Cite, aumônes, on les appelle maintenant, ces générosités de vrais rois. Ils disent ça pour n'avoir pas à les donner, eux. On comprend que l'auteur n'est pas tout de suite eu bonne presse dans l'intelligentsia de gauche. Son réquisitoire contre la bourgeoisie plébéienne, il est celui de l'aristocrate, pas celui du prolétaire. Et si rien n'a changé, eh bien c'est toute la doctrine révolutionnaire qui disparaît, qui n'a plus de sens. Et cette absence de changement ou ces problématiques, le Mezzogiorno le ressentira très vite, en une quasi-guerre civile dont nous reparlerons encore une fois, puisqu'on aura très largement l'occasion de s'intéresser à l'Italie du Sud au cours de plusieurs vidéos, qu'elles soient historiques ou dans le cadre des différentes présentations Onanisme et Découverte. C'est en tout cas la description en allusion de l'opportunisme travesti en héroïsme, de la transition de l'ordre ancien vers le nouveau, dépeint par un Pras de Salina qui n'est bien évidemment que le double de l'auteur. On y trouve des traits communs, je l'ai dit, avec Van Keyserling, autre aristocrate écrivant sur l'aristocratie et ses qualités de discrétion, d'endurance, de souffrance, de mesure, de tempérance, mais aussi son inadaptation malheureuse au nouveau monde et donc son inéluctable disparition. Mais aussi sur sa différence profonde, c'est quelque chose qui ressort, qui n'est pas celle de la richesse ou simplement de la classe sociale, mais de nature. Ce ne sont pas les latifundia ou les droits féodaux qui font la noblesse, nous dit le prince, d'autres choses. Bref, c'est ici la continuité dynastique et historique consciente du prince et de l'auteur, l'éternité écoulée, historique de la famille, géographique de la Sicile, l'éternité dont la mort humaine n'est pas la fin, mais simplement une fin. Je vous ai mis les armoiries de la famille. Le livre bénéficie de l'aura des génies maudits, des auteurs qui ont connu un succès considérable après leur mort. C'est un livre qui procure, à mon sens, quelque chose de plus superficiel et pourtant de plus profond que la simple émotion littéraire. Superficielle dans le sens où ça ne remue pas l'être par des thématiques transcendantales, la fin d'un monde finalement et plus la fin d'un homme, simplement le prince. Et beaucoup d'œuvres se sont attachées à cette idée de fin de monde en s'y plongeant avec plus d'étendue, plus de force et plus de nostalgie. Pourtant, il a un côté plus profond que beaucoup d'autres parce que c'est un livre qui imprime sa mélancolie et son détachement. De même qu'à l'instar d'autres œuvres, je trouve, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, qu'il agit sur les sens. Il est réellement solaire comme ceux de 14 peut être boueux. Il réchauffe comme la Sicile, chaque plat du livre nourrit, chaque arbre du livre embaume. C'est un livre qui donne faim, qui donne chaud, qui donne envie de se balader dans le maquis sicilien pour chasser le lièvre. C'est très difficile de transmettre cette impression par les mots, toute cette traîtrise de l'esprit du lecteur qui sait que rien de cela n'est vrai, mais c'est un espèce de demi-sommeil du réel ou du réel mis en sommeil qui transporte légèrement cette plongée dans la Sicile du temps, autant que celle du temps de l'auteur, ses mœurs, son peuple, ses classes, ses traditions. C'est le livre presque envie de dire sucré d'un homme du grand monde et d'un grand lieu. C'est une, je cite, poésie mélancolique particulière.
D'un point de vue de la technique littéraire, les projections futures qui parsèment le récit permettent de ne pas maintenir d'ombre, de révéler les enjeux et donc signifier l'important, le destin des hommes. C'est ça qui compte. Et le fait que le destin des personnages soit présenté jusqu'à la fin accentue cette trame dramatique. Mais aussi la mélancolie face à la fatalité, puisque finalement, tout était écrit, puisqu'on en lit la fin. Donc quelque part, tous ces personnages n'ont pas forcément agi en vain, mais le lecteur connaît leur sort et finalement peut voir ce qui a compté ou non dans leurs actions. C'est pas grand-chose. Là où ils se sont trompés aussi. Vous avez au sein de l'œuvre des phrases qui restent, je le sais parce que je l'ai lu pour la première fois, ce n'est même pas un livre qui m'appartenait, appartenait à ma compagne. J'avais pas spécialement, à cause du film, j'en avais un a priori comment dirais-je, de légèreté. Vous savez, ces livres qu'on adapte en film parce qu'ils sont simples, donc j'ai mis beaucoup de temps à le lire, mais j'ai lu pour la première fois il y a 5 ans. Et je me suis rendu compte que finalement, plus de 5 ans après l'avoir lu, bien, pour cette présentation, même si j'en ai éliminé une grande partie, bah, ce sont les mêmes phrases que j'ai notées, presque à l'identique. Vous avez vraiment des phrases qui vous impactent. Parfois, vous pouvez lire le même livre 2 fois et ne pas en retenir la même chose. Les grandes idées, bien sûr, mais au niveau du propos. Ici, j'ai retenu exactement les mêmes phrases. Vous avez des phrases d'une force vraiment, d'une précision et d'une justesse assez importante. Donc voilà pour cette présentation. Comme d'habitude, nous finirons par une phrase et une note. Bon, la note, ce sera obligatoirement pour rendre hommage à la Sicile. Nous lui mettrons la note de 8 coups de Lupara sur 10. Et je vous cite cette phrase qui lui a été bien entendu, qui fait partie des phrases qui lui ont été reprochées. Je le cite. « Nous fûmes les guépards, les lions. Ceux qui nous remplaceront seront les petits chacals, les hyènes. » Voilà qui conclut cet hommage à ce livre, ce bon livre. Je ne vais pas être trop dithyrambique, mais c'est un très bon livre sur une thématique bien entendu habituelle et ressassée, mais dans le cadre italien, ça a une sonorité différente. Bah, tout est plus beau en Italie, fatalement, mais au-delà de ça, c'est finalement une histoire qui est assez peu abordée, une réflexion qui a été assez peu portée sur la réunification italienne, même si on aura l'occasion encore une fois d'en reparler. Ça a été un processus assez difficile et on reparlera de l'Italie du Sud très largement, même si par goût et puis encore une fois par attache en tant que pièce rapportée familiale, j'y ai quelques ancrages, voilà. Donc voilà pour ce soir, je me permets, je finis, hop. L'habituel gorgée du prolétaire. Programme de la semaine prochaine, eh bien écoutez, le programme est un petit peu bouleversé, ne correspondra pas forcément à ce que j'ai mis sur Twitch, mais peu importe, vous ne serez pas perdus. Mardi soir, nous poursuivons la session par la session 9, notre partie sur Crusader Kings 2, puisque mercredi, Skiros malheureusement ne sera pas présent pour présenter la révolution industrielle, la deuxième partie. Il le fera plus tard. J'ai des personnes qui interviennent jusqu'au mois de juillet, donc il ne passera qu'au mois de juillet finalement. Donc on remplacera ça par cette session 9 de Crusader Kings 2 mardi. Vendredi, session 10 de Crusader Kings 2, donc le programme normal. Et dimanche, eh bien écoutez, nous aurons, comme d'habitude, le mois suivant, une présentation historique. Nous aurons un petit sujet onanisme et découverte, et nous parlerons de la Creuse. Voilà. Ce sera une vidéo qui sera l'occasion de parler d'un département méconnu, justement ou injustement, peu importe, mais écoutez, puisque moi je le connais, peut-être que c'est l'occasion d'intéresser des gens à un petit peu une histoire et on va dire une géographie, une démographie départementale, voilà. Donc on verra si ça plaît ou pas, ce sont des sujets très annexes, très parfois surprenants pour certains, mais on verra bien, voilà. Donc d'ici là, bah écoutez, moi je vous souhaite à tous une bonne fin de dimanche, un bon dimanche soir, un bon repos avant la semaine qui s'annonce, et puis on se retrouve donc pour 2 vidéos gaming cette semaine, malheureusement, mais on aura beaucoup de reprises, l'occasion d'avoir d'autres réceptions, donc il n'y a pas de problème, et Skiros reviendra
et viendra plutôt nous présenter sa petite vidéo donc, sur la révolution industrielle. Donc pas d'inquiétude, ça se rattrapera. Et d'ici là, bah, écoutez, moi je vous souhaite à tous une bonne semaine et puis donc à bientôt.